Monsieur Beau, nous revoilà pour une dernière partie. Je rappelle juste que vous êtes colonel d'état-major général de l'armée suisse et ancien membre du renseignement stratégique. Vous pouvez rappeler vous-même, comme c'est la dernière partie aussi, tout votre parcours, mais en ramassé, surtout dans la région du monde arabe et en Afrique, parce qu'on va en parler justement juste après votre introduction à vous. Alors écoutez, c'est difficile de tout résumer parce que c'est une période de ma vie je considère comme extrêmement riche, extrêmement fascinante. J'étais en contact déjà avec l'Afrique à l'époque où je m'occupais des renseignements de la présence soviétique dans le monde, puisque j'étais responsable du pacte de Varsovie. Et mon premier contact réel, opérationnel avec l'Afrique, je parle évidemment pas des passages touristiques, je parle des activités professionnelles, était en Afrique du Sud et au sud de l'Angola, puisque je vous rappelle que je suis suisse et que la Suisse, ne faisant pas partie des Nations Unies jusqu'en 2002, la Suisse n'était pas associée à l'embargo général décrété contre l'Afrique du Sud, et nous avions des relations avec l'Afrique du Sud et des très bonnes relations aussi avec les services de renseignement sud-africains. Et j'ai été des rares qui ont pu aller voir sur place dans les opérations d'Afrique du Sud contre les forces est-allemandes qui se battaient au sud de l'Angola, notamment les armes antiaériennes, les missiles, etc., que les Est-Allemands et que les Soviétiques testaient à ce moment-là, à cette époque. Et c'est sur la base de cette expérience et aussi l'expérience que j'ai acquise en contact, puisque, comme je l'ai dit, je m'occupais des forces soviétiques, y compris celles qui étaient en Afghanistan. Et j'étais en contact avec la résistance afghane et j'ai réalisé pour la résistance afghane un premier manuel de déminage pour qu'ils puissent déminer ces mines que les soviétiques disséminaient par hélicoptère et qui blessaient les enfants et les civils. Et c'est ces 2 expériences combinées qui ont fait que, après que j'ai quitté les services de renseignement, les affaires étrangères m'ont demandé, de me rendre, en Afrique. Tout d'abord, lors de la crise, du Rwanda, pour, assurer, des missions de sécurité au profit, des Nations unies, pour la protection des civils. C'était mon mandat. Donc j'ai une expérience de la protection des civils qui remonte à quand même passablement de temps. Et sur la base de cette expérience, de fil en aiguille, j'ai été engagé aux Nations unies pour réaliser le centre de déminage humanitaire de Genève, qui était mon idée, à vrai dire, et qui devait rassembler toute l'information disponible sur les mines antipersonnelles. Euh, et qui se basait en fait beaucoup sur l'expérience que j'avais acquise en établissant le manuel à l'époque pour Ahmed Shah Massoud en Afghanistan. Et de fil en aiguille, les Nations unies m'ont demandé de participer à des opérations de maintien de la paix et dans le but d'améliorer le système de renseignement, parce que dans les années 90, la problématique des conflits a un peu changé par rapport à ce qu'elle était avant ou durant la guerre froide. Et les acteurs, notamment les acteurs humanitaires, les acteurs des Nations unies, avaient de la peine à avoir une vision synthétique, une lecture des conflits qui leur permettent de résoudre ces conflits. Et donc, il a fallu mettre en place des structures de renseignement qui n'étaient pas des structures d'espionnage, mais qui étaient des structures de réflexion sur les conflits, de façon à permettre directement sur le théâtre des opérations, de pouvoir essayer de résoudre les conflits directement en connaissant les groupes armés. Donc j'étais en contact avec, je ne sais pas, dans la région du sud du Tchad jusqu'au sud Soudan, j'étais avec, je sais pas, 90 groupes armés, des groupes djihadistes, des groupes nationalistes, enfin des groupes de tous acabits.
avec qui j'avais des contacts personnels et qui me renseignaient, et avec lesquels j'ai pu fournir une image assez précise de la situation. J'ai eu l'occasion de devoir négocier des traités de paix entre tribus, de négocier des libérations d'otages, que ce soit par des terroristes islamistes, que ce soit par des tribus qui prenaient des enfants en otage d'une tribu à l'autre. Et je dois dire que j'ai chaque fois eu du succès. Je crois que le plus long que ça m'a pris pour libérer un otage est 48 heures, sans payer un centime, sans jamais payer un centime. L'ONU n'a pas d'argent pour ça. Mais uniquement en dialoguant, en comprenant les acteurs et en essayant de les amener à se comprendre aussi mutuellement et d'avoir, si vous voulez, une solution qui, en définitive, satisfait l'un et l'autre, parce qu'on n'a rien à gagner à massacrer des otages en réalité. Et une fois que les gens comprennent ça, eh bien, on arrive assez bien à faire les uns et les autres se serrer la main. Et sur la base de cette expérience en Afrique, j'ai également été engagé en Afghanistan pour mettre en place des projets pour le gouvernement suisse en collaboration avec l'Union européenne. Euh, Notamment, c'est tout évidemment lié à la sécurité et à la sécurisation, notamment en l'occurrence des frontières pour l'Afghanistan. Donc, j'ai une connaissance assez, on ne peut pas dire qu'on a une connaissance absolue parce que l'Afrique est un pays extrêmement complexe, extrêmement riche, que personne ne peut, je pense, avoir la prétention de comprendre totalement. Mais on peut comprendre qu'on ne comprend pas. Et Mhm. ça, je pense, c'est le premier pas pour comprendre les gens en réalité, c'est de savoir qu'on ne sait pas et savoir quelles sont les limites. Trop d'Occidentaux vont en Afrique en croyant qu'ils savent tout Mm. et que seules leurs solutions sont les bonnes solutions. La réalité est très différente. Je pense qu'il faut avoir l'humilité quand on va particulièrement dans ces pays qui sont extrêmement riches culturellement. Il faut avoir l'humilité de penser que eux détiennent la bonne solution. Il faut simplement les amener, eux, à mettre en œuvre cette solution, mais c'est leur solution, ça n'est pas ma solution. Et c'est L'Union ça qui permet. européenne, Monsieur Beau, et l'Afrique sont de très proches partenaires. Les deux continents entretiennent notamment des relations profondes en matière de sécurité, c'est votre dada, de migration et bien sûr de commerce. Euh, En matière de sécurité, justement, est-ce que la coopération entre Africains et Européens vous satisfait, franchement? Non, je pense qu'elle est mauvaise. Je pense qu'elle est mauvaise parce que les Occidentaux, de nouveau, comme je viens de le dire, ont une approche paternaliste à l'égard des Africains. Euh, Vous savez, c'est l'Afrique, pour prendre cet exemple, mais on pourrait certainement prendre le même exemple en Asie, hein, mais je connais un peu mieux l'Afrique. L'Afrique est une mosaïque, et cette mosaïque, c'est pas simplement la mosaïque des pays sur la carte, c'est la mosaïque des tribus qu'on ne voit pas sur la carte, qui est derrière les frontières qui sont sur la carte. Et c'est chaque fois des perceptions, des, une manière de voir le monde qui est différente, même à quelques kilomètres de distance, même quelquefois à l'intérieur du même pays géographique, si vous voulez. On a des perceptions totalement différentes. Et si on arrive dans ces pays avec une opinion déjà faite, on est irrémédiablement condamné à l'échec. La sécurité, elle doit être adaptée à ce que les gens en attendent et pour qu'elle soit pérenne. Vous pouvez imposer la sécurité par la force. Bon, vous faites débarquer 100 000 hommes, vous mettez des barbelés partout et puis vous faites de la sécurité. Mais ça, c'est pas la vraie sécurité. C'est une sécurité factice qui durera autant que sont les militaires là. C'est exactement ce qu'on a vu en Afghanistan. À peine les militaires sont partis que de nouveau la société reprend ses droits.
et rétablit les règles selon lesquelles elle peut vivre. C'est d'ailleurs la constatation que j'avais faite quand j'étais en Afghanistan, c'était l'incompréhension totale des Occidentaux par rapport à la réalité des Afghans. Une incompréhension totale. Et les Afghans eux-mêmes me le disaient. Donc j'étais en contact avec des talibans qui me disaient eux-mêmes que les Occidentaux n'avaient strictement rien compris et qu'ils n'auraient aucun succès. On savait déjà qu'il n'aurait aucun succès. Mhm, Donc, c'est la même chose en Afrique. Je pense que nous avons un peu si vous voulez, nous avons la faiblesse de notre force. C'est-à-dire que parce que nous sommes des pays, qui avons, atteint un bon niveau de vie, un bon niveau économique, un bon niveau de développement, enfin de ce qu'on appelle le développement, nous croyons que c'est la vérité qui doit s'imposer à l'ensemble de la planète. mhm, Alors, peut-être bien qu'à terme, c'est, ce qui doit ce qui vers quoi l'humanité doit tendre. Mais chaque pays, chaque région, chaque population doit y arriver par elle-même, par sa propre démarche, à son rythme. Il a fallu 3000 ans pour avoir la démocratie en Europe. C'est depuis que les Grecs l'ont théorisé. Et c'est encore aujourd'hui, on en a parlé, tout à l'heure, elle est loin d'être parfaite dans nos pays. Comment veut-on que dans des pays qui ont un autre mode de vie, une autre manière de penser, une autre relation avec la nature, une autre relation avec l'État, une autre relation entre eux, entre les populations, qui ont une autre compréhension de la vie, du monde, de la société, comment veut-on que ces gens, aient un modèle, disons suisse par exemple, en l'espace de quelques années? C'est pas possible et ça n'est pas nécessairement souhaitable. En réalité, le meilleur système est celui qui convient à la population et qui le vit. Et donc, la démocratie suisse, elle est devenue ce qu'elle est parce que les Suisses en ont fait ce qu'ils ont voulu en faire, mais les Français qui vivent exactement à nos portes en ont fait quelque chose d'autre d'ailleurs. Ils ont une autre démocratie, beaucoup, à mon avis, beaucoup moins mûre, beaucoup moins approfondie, beaucoup moins aboutie, mais c'est leur manière de voir la démocratie et eux pensent qu'ils ont la vérité universelle. Donc, on voit bien qu'à Qu'est-ce que l'intérieur vous même avez, qu'est-ce que vous avez pensé du retrait de Barkhane du Mali et le départ du contingent militaire français et les conséquences politiques et les tensions que l'on connaît aujourd'hui entre les deux pays, en l'occurrence la France et le Mali? c'était prévisible parce que les Français sont allés, au Mali et au Niger sans avoir de stratégie. Ils ont été là-bas pour éliminer des terroristes, pas pour lutter contre le terrorisme. Et comme le disait d'ailleurs, j'ai des amis qui sont allés en opération, qui étaient officiers français dans Barkhane, qui me disaient: «On en tue un, il en apparaît 10». Donc ça veut dire que la stratégie ne fonctionne pas. Si chaque fois que vous tuez un militant, il en apparaît 10, eh bien vous êtes dans une boucle infernale et donc oui, vous avez meilleur temps d'arrêter de faire la guerre parce que plus vous la faites, plus vous la créez. Donc et je pense que c'est exactement ce dont ont aperçu les Maliens et ils ont compris que, si au début, la première opération qui avait eu lieu, en 2012, qui était Serval, a eu du succès parce qu'elle avait des objectifs limités. Barkhane, qui elle n'avait pas vraiment d'objectifs stratégiques, ou des objectifs un peu ouverts comme ça, sans réelle stratégie d'emploi, sans réelle stratégie finale, si vous voulez, eh bien, elle amenait que du chaos. Et je pense que les Maliens ont décidé de reprendre les choses en main à leur niveau et que s'il y avait du chaos, ben, finalement, c'était eux qui en prenaient la responsabilité et c'était pas simplement quelqu'un d'autre qui venait, mettre le chaos chez eux. Vous voyez, quand vous avez dans Barkhane, vous avez des soldats estoniens qui sont venus, dans l'opération
On se demande vraiment ce que font les Estoniens là-dedans. Ils n'ont aucune relation, ils ont aucune comment veut-on que ces Estoniens qui n'avaient au qui n'ont jamais été, qui n'ont pas de connexion, pas d'histoire commune avec, l'Afrique du Nord, comment veut-on que ces gens puissent comprendre quoi que ce soit au conflit dans lequel ils sont? Finalement, c'était Vous des forces pensez que spéciales. Wagner, à l'inverse, a une stratégie et est-ce qu'elle a, elle, compris les Africains et leurs attentes en matière de sécurité, j'entends? Je ne sais pas si Wagner a compris, les Africains, mais les Africains ont très bien compris ce qu'est Wagner. C'est-à-dire qu'ils ont très bien compris que quand vous payez des militaires, ils partent quand vous arrêtez de payer, si j'ose dire, et on peut leur donner les missions qu'on veut leur donner. Et c'est-à-dire les missions qui sont données à Wagner ne sont pas du tout celles qui avaient été, prises par Barkhane. Donc les militaires, de Wagner ont un cahier des charges qui est très précis, qui a été fixé par les autorités maliennes, qui est limité et qui n'est pas illimité comme, disons à fond ouvert, comme c'était le cas pour Barkhane, et ils travaillent dans le cadre du contrat qu'ils ont. Et ça permet aux autorités maliennes d'avoir autour de cette force, Wagner, appelons-la comme ça, d'avoir autour de cette formation, eh bien, leur propre stratégie pour traiter le problème. Vous savez, le terrorisme, n'est pas on ne combat pas le terrorisme comme on combat la criminalité organisée en réalité. Et c'est la grande erreur des Occidentaux quand ils combattent les terroristes. En réalité, ils ne combattent pas le terrorisme, ils combattent des terroristes. Et pour reprendre l'exemple des Estoniens qu'on avait tout à l'heure, en réalité, c'est des snipers qui viennent simplement tirer, faire des cartons sur des Nord-Africains. Ça se résume à ça. Mais le terrorisme, ça ne se combat pas comme ça. Le terrorisme doit faire l'objet de stratégies complexes que j'appelle holistiques, enfin c'est pas seulement moi qui l'appelle holistique, c'est-à-dire elles doivent comprendre des aspects très différents de la, elle doit toucher la société, elle doit travailler en symbiose avec les autorités locales, avec les autorités nationales, en symbiose avec la société civile. C'est pas une affaire de militaires, la lutte contre le terrorisme. Vous pensez La lutte que contre le terrorisme utilise les militaires pour certains aspects, mais la stratégie doit être beaucoup plus large pour être efficace. Et c'est ce que les Européens ont été incapables de faire, ni en Afghanistan, ni en Irak, ni en Libye, ni ailleurs d'ailleurs. vous Et c'est la pensez que raison pour laquelle le terrorisme augmente. vous pensez que l'Algérie, elle, a su faire, puis quand elle a combattu d'abord le terrorisme intrinsèque, hein, donc dans le pays, et puis sous question par rapport à l'Algérie, comment vous appréciez son rôle justement dans cette région subsaharienne? Alors, naturellement, on peut discuter la manière d'aborder la question. Le fait est qu'aujourd'hui, le terrorisme djihadiste a pratiquement été éradiqué d'Algérie. Alors, est-ce que les méthodes ont toujours été les bonnes? Est-ce on a toujours travaillé, dans le respect de ceci ou de cela? On peut discuter ça, mais le résultat est là. Alors que quand vous allez dans des pays comme l'Irak, la Syrie, partout où les occidentaux sont allés, en Iran, en Irak, pardon, vous avez, depuis, maintenant 20 ans, vous avez un terrorisme qui a fait que de se développer et qui ne s'arrête pas en réalité parce qu'on l'alimente au fur et à mesure qu'on tente de le combattre. Donc, je ne sais pas si les Algériens ont la bonne, la mauvaise ou la meilleure méthode, mais toujours est-il qu'ils ont réussi à dominer le problème et je pense pas qu'ils l'ont maîtrisé de manière plus brutale que ne l'ont fait les occidentaux. Donc, il y a des sensibilités, il y a une manière d'aborder les problèmes, il y a une manière de temps en temps, il faut faire peut-être des amnisties, il faut faire c'est un jeu très complexe, la lutte contre le terrorisme. C'est pas simplement une affaire de décréter que les terroristes sont des mauvaises personnes et puis qu'un un bon terroriste, un terroriste mort. Ça, c'est une notion qui est totalement, à mon avis, dépassé aujourd'hui, si on veut traiter le terrorisme dans sa substance. Et c'est pour ça que je dis souvent, on combat effectivement des terroristes, mais on combat pas le terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, le terrorisme, ces 20 dernières années,
depuis le 11 septembre 2001, pardon, aux États-Unis, eh bien, la stratégie occidentale, voici tant est qu'on peut parler de stratégie, parce que c'est plutôt des suites, des juxtapositions de tactiques plutôt que de réelles stratégies, eh bien, ces juxtapositions de tactiques n'ont amené strictement aucun résultat. Au contraire, ont antagonisé davantage les pays les pays de l'hémisphère sud, si vous voulez, contre les Occidentaux. Et je pense on a absolument amené rien du tout. On a amené plus de destruction et de malheur que de solutions. De nouveau, le terrorisme n'est pas une chose qui tombe du ciel. J'allais vous dire, Ça peut- j'allais vous dire c'est un peu, qui crée, Monsieur Beau, le terrorisme? vous savez, c'est un peu, ça semble un peu être une lapalissade quand je dis qu'il tombe du ciel parce qu'on a l'image de ces avions le 11 septembre. Mais c'est une réalité. Le 11 septembre, on a essayé de trouver toutes les explications possibles et imaginables. En réalité, on sait très bien quelle est l'origine du 11 septembre. C'est les bombardements indiscriminés qui ont été réalisés par les Américains le 20 août 1998 contre Khartoum et l'Afghanistan en réponse aux attentats de Nairobi et de Dar es Salaam, qui eux-mêmes avaient été déclenchés en réponse à la présence américaine en Arabie saoudite. Et le point de départ du terrorisme djihadiste qu'on a aujourd'hui et qui s'est comment dire, développé avec une arborescence, le point de départ est en réalité la présence des Américains après la première guerre du Golfe en Arabie saoudite. Les Saoudiens leur avaient demandé de quitter le pays parce que ça créait des tensions à l'intérieur du pays. Les Américains n'ont pas voulu écouter, ils se sont imposés par rapport aux Saoudiens et ça a généré l'émergence de factions radicales qui ont demandé le départ des Américains. Et puis, de fil en aiguille, au fur et à mesure que les Américains restaient dans le pays et que des attentats ont commencé à les toucher un peu partout dans le Moyen-Orient, et puis les réponses américaines ont engendré de nouvelles réponses terroristes, et on est arrivé à un phénomène, comme je l'ai dit, arborescent, qui a créé le terrorisme qu'on connaît encore aujourd'hui sous certaines formes dans certaines régions du monde. Et il n'est pas prêt de se résorber tant que nous n'aurons pas d'abord la compréhension de cette dynamique, de pourquoi cette dynamique, et que nous n'aurons pas compris que bien souvent, le problème enfin, ce qui génère le terrorisme, c'est en réalité notre présence. À force de vouloir créer de la sécurité partout, nous créons partout de la résistance à cette sécurité qui se manifeste par du terrorisme. Le terrorisme n'est pas une doctrine, c'est une méthode. C'est une méthode de combat. Et elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. En général, quand on parle de terrorisme, on a plutôt tendance à avoir quelque chose qui est à mauvais escient parce que ça concerne, ça peut toucher et des civils et des personnes innocentes. Mais la manière dont nous combattons les terroristes fait également des victimes civiles, touche des victimes innocentes, et ça nous dérange beaucoup moins. Et c'est là où on a de nouveau un petit peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour d'autres domaines. On a cette manière d'aborder la sécurité dans le monde comme étant l'expression de notre vérité, de notre manière de voir les choses, et les autres n'ont qu'à se plier à notre manière de voir les choses. Et évidemment, quand vous avez les États-Unis qui vont sur un théâtre d'opération avec des chars, des hélicoptères, des drones, que sais-je, eh bien, ils ont tendance à s'imposer par la force, mais tout ça n'est pas pérenne. Les gens continuent à les détester. Je me rappelle, j'ai cité l'Afghanistan tout à l'heure, quand j'étais en Afghanistan, mon chauffeur était un Pashtun, un bon père de famille qui n'avait rien d'un taliban. Et un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, tu penses quoi des talibans? Et puis il m'a dit, tu sais, nous n'aimons pas les talibans. Mais s'il faut choisir entre les Occidentaux et les talibans, on choisira les talibans. Mm. Voilà, c'est tout.
La guerre était perdue pour les Occidentaux. Qui a On a, financé, Monsieur Bou, ou qui finance encore ce qu'on appelle aujourd'hui Daesh et avant Qaïda en Syrie, avant la Syrie, l'Irak, et avant l'Irak et après la Libye et bien avant l'Algérie dans les années 90. alors, Qui c'est les arme et intéressant. qui les finance? D'abord, c'est nous qui les armons, en réalité. C'est-à-dire quand on arrive avec des armes dans un théâtre, pour des raisons qui me semblent totalement incompréhensibles, on commence à les perdre. Je me rappelle quand j'étais à l'OTAN, j'étais responsable de la lutte contre la prolifération des armes légères. Et pendant que j'étais à l'OTAN, il y a un rapport de l'inspecteur général des troupes en Afghanistan, l'inspecteur américain. Donc les Américains avaient un inspecteur qui inspectait les comptes, on fait une espèce de cour des comptes spécifique à l'opération en Afghanistan. Et ils avaient constaté que les Américains avaient perdu sur le champ en Afghanistan 400 000 armes. Perdues. Des containers perdus. En Irak, il s'est passé la même chose. L'inspecteur avait aussi relevé je crois que c'était, maintenant je peux me tromper sur le nom, mais je peux me tromper. Mais il me semble que c'était 700 000 armes qui ont été perdues, qui étaient déjà dans les containers. C'est-à-dire ces armes sont arrivées dans des containers en Irak et se sont volatilisées. Et les Américains ne connaissaient même pas les numéros des armes. Ils ne connaissaient même pas les numéros des armes. C'est-à-dire que on est tellement imbu de notre puissance et tellement confiant dans ce qu'on est soi-disant capable de faire qu'on fait même plus, on prend même plus garde à ce qu'on fait. Et en réalité, on arme les terroristes, sans doute involontairement. Hein, mais quand vous allez, d'ailleurs c'est le même phénomène qu'on trouve aujourd'hui en Ukraine, on distribue des armes comme ça à gogo, sans réellement savoir où elles finissent, et on finit par retrouver les armes qu'on a livrées à l'Ukraine, par exemple, qui sont en vente sur le Darknet. Vous pouvez acheter des missiles anti-chars pour 7 000 $ ou des drones fournis par les Américains à 4 000 $ sur le Darknet. Donc, on n'a absolument rien appris de tout ça. Et après le 11 septembre 2001, les Américains ont évidemment tout de suite pensé au financement de terrorisme et évidemment une opération qui était finalement une opération assez simple en réalité. Vous avez 20 jeunes qui ont décidé de faire des attentats en utilisant des avions et puis ils ont récolté des fonds en raclant des fonds de tiroir et avec des dons de privés et puis ils ont financé leurs billets d'avion et puis le matériel, ce qu'il fallait pour faire des attentats du 11 septembre. Mais c'est du financement qui est de briques et de broc, n'est-ce pas? Mais ça fait 3000 morts et les Américains réfléchissent à l'occidental, ils disent il y a 3000 morts, c'est une grande opération, donc un grand financement. Et ils sont allés notamment en Suisse, parce qu'évidemment, quand on parle de financement illégal, etc., on va tout de suite regarder dans les banques suisses, et puis ils n'ont rien trouvé. Parce qu'en réalité, le terrorisme, c'est plutôt une affaire de petits ruisseaux, pas de grandes rivières. Et c'est des petits dons de ci, de là, de quelques centaines d'euros, de dollars, de ci, de là, qui finalement finissent par financer les terroristes. Mais quand vous voyez ce qui s'est fait, par exemple, pour l'État islamique, etc., bon, l'État islamique, d'abord, pendant une brève période, s'est comporté comme un État, même si on n'aime pas le dire en Occident parce qu'on ne veut pas leur donner l'honneur d'avoir été un État, mais néanmoins, ils ont administré ça un peu de cette manière-là, c'est-à-dire en récoltant des impôts, en vendant des choses, avec des prestations, refaire les routes, etc. Donc, ils ont essayé de fonctionner comme un État, tant bien que mal. Et sans doute, de manière, c'était sans doute pas l'exemple d'une démocratie à la Suisse, ça, c'est à peu près certain. Mais c'est une forme d'État, si vous voulez, qui leur a permis de financer et d'avoir, si vous voulez, une stratégie de financement de leurs activités qui était, en tout cas, temporairement viable.
mais beaucoup d'argent qu'ils ont reçu vient de pays occidentaux, hein. Il n'y a pas besoin d'aller très, très loin pour trouver l'argent. Les Américains, avec l'idée de financer des contre-mouvements de guérilla pour lutter contre les terroristes, et cetera, ont finalement financé la guerre. Je me rappelle le général Austin, qui est aujourd'hui secrétaire à la défense américain, qui était à l'époque chef du Central Command et qui avait été responsable de la formation de milices irakiennes pour lutter contre l'État islamique. Il avait formé, enfin on lui avait donné 50 000 militants à former, et puis au bout de quelques mois, quand il est allé devant la commission, l'audit, la commission du Parlement, du Congrès pour donner le résultat, il lui dit qu'il restait plus que 3 combattants. Tout le reste était parti. Donc ils avaient pris les armes, ils avaient pris tout ce qu'il valait, et puis ils avaient quitté la formation et rejoint l'opposition. Donc on voit qu'on est avec des systèmes militaires qui n'ont aucune compréhension de leur environnement, et qui forment des combattants sans savoir vraiment qui ils sont. Et puis après, on dit que d'ailleurs, on parle plus beaucoup du financement du terrorisme, parce que si on allait vraiment aux sources du financement du terrorisme, on trouverait sans doute des pays occidentaux. Non pas que les pays occidentaux veulent financer le terrorisme, ça c'est important, parce que là, on serait tout à fait complotiste de dire que les Américains financent du terrorisme pour créer du terrorisme. Non, je pense pas. Je pense que c'est par ignorance, par mauvaise compréhension du champ de bataille, si on peut dire ça comme ça, qu'ils financent des groupes, ils financent des militants, et puis ils s'aperçoivent un jour qu'ils ont financé les mauvais, les gars leur ont glissé entre les doigts, et puis voilà, et en réalité, le résultat est qu'ils ont financé des groupes militants, alors qu'en réalité, ils pensaient former des alliés. Mais à qui Donc on profitent est ces guerres, hein? À qui ont profité déjà ces guerres qui n'en finissent pas d'ailleurs? C'est pas encore fini en Syrie, c'est pas encore fini en Irak, c'est pas encore fini au Yémen, c'est pas encore fini en Libye. Je pense qu'elle profite à personne. Il y a certainement quelques marchands d'armes qui profitent de ça, et qui profitent de l'occasion, des budgets astronomiques de la défense américaine, etc. Je ne vais pas vous dire que il n'y a pas de gens qui en profitent, mais et certainement que l'industrie, ou ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel américain, est certainement gagnant financièrement de cette affaire. Mais quant à savoir si quelqu'un en profite sur le terrain, je pense que strictement personne n'en profite. Et pas même les militants eux-mêmes, qui le font parce qu'ils pensent que c'est un devoir, parce qu'ils se sentent contraints de le faire. Je pense pas. Je pense que personne n'est né terroriste. Personne n'est né comme combattant. Simplement, les gens se sentent pris dans des situations où ils pensent, à tort ou à raison, que c'est leur manière de contribuer à leur communauté, leur pays, leur foi. Vous pouvez trouver toutes les raisons que vous voulez. Eux se sentent investis de cette mission, et ils se battent, et ils se battent. C'est des gens qui vivent, je l'ai vu en Afghanistan, on a des gens qui sont durs, physiquement durs. Ils vivent dans un environnement très dur, un environnement très rigoureux, très aride, dans des conditions climatiques et de vie qui sont extrêmement rigoureuses. Et ces gens se battent de la manière dont ils vivent, c'est-à-dire de manière rigoureuse, brutale. C'est leur culture, mais c'est aussi la manière dont on les a traités jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, au lieu de les amener jusqu'à nous, nous avons poussé dans les confins des vallées afghanes, ou dans les djebels, dans les djebels de Syrie ou de l'Irak, et ces gens vivent durement et combattent durement, et ils meurent durement. C'est aussi simple que ça. La stratégie occidentale pour aborder le terrorisme est, à mon avis, un échec total du début à la fin, où on aligne des bâtons sur des tableaux comme ça quand on a tué des gens, mais en réalité, on n'a absolument pas résolu le problème. Au contraire, on n'a fait qu'augmenter le mépris
que ces gens ont des Occidentaux, car quand on va bombarder des populations civiles, ces gens, et c'est intéressant de voir d'ailleurs les vidéos qui ont été produites par l'État islamique, ils voient ça comme un travail de lâche. Mm. Vous comprenez? Quand eux, ils risquent leur vie. Alors, je ne dis pas qu'ils de nouveau, c'est pas des saints. Ils se battent durement, de manière brutale et ils sont brutaux eux-mêmes, mais ils mettent en jeu leur vie. Quand vous avez des drones, qui bombardent en Irak, ils sont pilotés depuis le Nevada aux États-Unis. Donc c'est un gars qui est à 6 000, 8 000, 10 000 kilomètres de là, qui pilote un truc, qui voit sur un écran de télévision une cible, qui ne sait même pas d'ailleurs si c'est un terroriste, c'est simplement parce que la cible a le numéro de téléphone qui correspond à celui de ce qu'on dit être un terroriste, et puis il va frapper ça. Et puis la bombe va frapper le bonhomme, plus tout ce qui est autour. S'il y a une famille autour, il y a une famille autour. Si c'est une noce autour, eh bien, c'est une noce autour. S'il y a des enfants autour, eh bien, il y a des enfants autour. Tous ces gens mourront, mais le gars qui est de l'autre côté, qui sirote son coca en appuyant sur le bouton, finalement, lui, met absolument pas sa vie en jeu. Par conséquent, pour les combattants sur place, c'est une guerre de lâches, menée par des lâches. Alors, évidemment, un occidental verra ça différemment, mais eux, c'est comme ça qu'ils nous voient et c'est comme ça qu'ils nous combattent. Donc, quand on voit des gens qui viennent poser des bombes chez nous, on dit c'est des lâches de poser des bombes, mais eux disent oui, mais quand vous nous bombardez, vous faites aussi un travail de lâche. Quelle est la différence? Monsieur Et Beau, donc, Monsieur on Beau, est dans une, on a encore une moins de deux spirale. minutes. Moins de 2 minutes. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Je reprends le titre de votre livre qui va sortir dans quelques jours. Vous avez une date du mois d'octobre ou pas? C'est à fin octobre. Fin octobre. L'intitulé, c'est Comment lutter contre le terrorisme djihadiste en 1 minute 20. Eh bien, la première règle pour combattre le terrorisme djihadiste, c'est de ne pas aller faire des guerres chez eux. Ça, c'est la première règle. Et si on essaye de vivre en bonne intelligence, on a déjà éliminé une bonne partie du ressentiment de ces gens qu'ils ont vis-à-vis de nous. Parce que ce qui engendre le terrorisme, comme je l'ai dit, personne n'est terroriste. La raison pour laquelle ces gens deviennent terroristes, c'est parce qu'ils ont, pour une raison ou pour une autre, bonne ou mauvaise, ils ont l'impression que nous venons chez eux pour aller les tuer ou tuer leur famille ou détruire leur société sur leur territoire. Et de fait, quand on regarde le bilan des opérations occidentales au Moyen-Orient depuis une vingtaine d'années, on est obligé de constater que nous avons fait plus de destruction que de construction, que nous avons détruit des sociétés, nous avons détruit des villes, nous avons détruit même d'ailleurs des villes historiques, et je pense que nous n'avons strictement rien gagné dans ces guerres que nous avons commencées en mentant au Conseil de sécurité. Et je vous rappelle que les gens qui ont menti devant le Conseil de sécurité n'ont pas été sanctionnés, ils n'ont pas été punis, ils n'ont pas été devant la Cour pénale internationale, ils n'ont pas leurs avoirs